Bonsoir à tous, merci de votre attention. Une semaine de guerre en Irak, voici en quelques images les faits marquants de cette journée. Et d'abord cette première grosse erreur de tir sur Bagdad. 2 missiles ont explosé dans une rue commerçante. On compte une quinzaine de morts, des civils. Pas de commentaires précis pour l'instant côté américain. A l'inverse, dans le sud du pays, ces premières scènes de dialogue, de rencontre entre les soldats de la coalition et la population irakienne. Des soldats qui distribuent la première aide humanitaire à Qassar et à Safwan. Rétablissement partiel de la distribution d'eau potable à Bassora. Bassora où le soulèvement que nous évoquions hier aurait bien eu lieu, mais il serait resté très limité d'après Tony Blair lui-même. Quant à la bataille de Bagdad, elle semble reportée. Des combats ont eu lieu plus au sud. Les plus violents auraient fait près de 1000 morts côté irakien, près de Najaf. Dernière minute, des affrontements seraient actuellement en cours à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad, des affrontements très violents. Dans le reste de l'actualité, le plan du gouvernement contre l'absentéisme à l'école, le principe d'une sanction financière contre les parents est maintenu. Et puis la fin du mercredi sans chasse, la décision sera laissée désormais à l'appréciation des préfets. Alors que la guerre va entrer dans sa deuxième semaine, les images que vous allez découvrir risquent d'avoir un effet très négatif pour les armées américaines et britanniques. Première grosse erreur de tir donc à Bagdad. Les missiles se sont abattus sur un quartier populaire, un quartier d'habitation du nord-est de la capitale. Scène de panique, scène de colère, reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Coq, Emmanuel Beck, Hervé Paploret. L'affolement, l'incrédulité. En plein jour, en pleine rue, 2 missiles tombés du ciel ont crevé le macadam, renversé les voitures, éventré les échoppes de ce quartier populaire. Ce ne sont que des appartements civils, des magasins. Il n'y a que des familles de simples citoyens qui vivent ici. Il n'y a rien de militaire. Rien de militaire. Aux journalistes accourus sur les lieux, des habitants tiennent absolument à montrer quelques restes humains. Selon la défense civile, il y a 14 morts, des dizaines de blessés. Devant cette boutique se trouvait un vieil homme qui vend des produits domestiques. Le missile l'a tué avec le garde de l'immeuble. Pourquoi ont-ils été frappés? C'était un peu avant midi sur l'avenue principale du quartier Al-Sham, dans le nord de Bagdad. C'est sans doute la première grosse bavure de la coalition anglo-américaine. Fils de chien, hurle cette femme, maudissant le président Bush. En quelques minutes, il semble que tout Bagdad soit là. Bravant la pluie, des centaines de badauds se rassemblent. La scène baigne dans cette lumière d'ocre sale qui, depuis 2 jours, enveloppe la ville comme un suaire. Ce qu'ils font, c'est un péché. Ils ne tuent que des civils. Que Dieu arrête le bras de Bush et de ceux qui l'entourent. Cette horreur couleur sépia a plus d'effet sur les Irakiens que toutes les propagandes. C'est une agression contre tous les musulmans. Al-Shab en arabe, c'est le peuple. Et l'Amérique est l'ennemi du peuple. Dans ce chaos, les militants du Baas n'ont aucun mal à faire acclamer le Raïs. Saddam Hussein se renforce des malheurs de son peuple. Ce n'est pas avec ce genre de bavure que les Américains s'attireront l'affection de la population irakienne. D'autant que la télévision, touchée par un missile la nuit dernière, a repris ses émissions et que ces images, celles que vous venez de voir, ont déjà fait le tour de l'Irak. Oui, le commandement américain reste très prudent. Ici, le général Brooks a refusé de confirmer qu'il s'agissait de missiles de la coalition. Je ne sais pas, a-t-il finalement répondu aux journalistes. Nous avons un processus de ciblage très rigoureux, mais des erreurs peuvent se produire. Et puis, il y a une demi-heure, le commandement central a finalement reconnu qu'une bavure était possible, sans en dire plus. En direct de Bagdad, nous retrouvons Alain de Chalvron. Alain, vous vous êtes vous-même rendu sur place et c'est évidemment un choc important pour tous les habitants de la capitale. Oui, et du reste pour moi aussi, car je suis arrivé peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure après, et c'était vraiment une scène d'apocalypse, avec cette lumière orange, vous savez, cette lumière de vent de sable, il faisait quasiment nuit avec les projecteurs, les gens hystériques, beaucoup de morts, les ambulances
les sirènes, les canalisations crevées, on se demandait si on n'était pas arrivé sur une autre planète, et surtout ces femmes qui hurlaient de douleur. Alors quand nous sommes arrivés, on a été pris vraiment à partie par la population qui croyait que nous étions peut-être des Anglais ou des Américains, et ça a été à deux doigts de tourner mal. On a dit França, oui, et du coup on a été plutôt bien accueillis. Il y avait aussi des journalistes arabes qui ont été pris à partie. Mais qu'est-ce que vous faites, leur ont dit les gens? Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas besoin de vous pour écrire des articles, on a besoin de vous pour prendre des armes. Oui, le choc est grand aujourd'hui en Irak avec cette première grosse bavure. On appelle ça un dégât collatéral, j'appellerais ça vraiment une grosse bavure qui est naturellement exploitée par le gouvernement, qui est naturellement exploitée, on pourrait dire, cyniquement, mais c'est la guerre. On vous retrouve tout à l'heure, Alain, et toujours à propos de ces bombardements, on va voir maintenant, c'est assez étonnant qu'il reste encore des boucliers humains à Bagdad. Ils sont une quarantaine, des Japonais et des Français, étroitement contrôlés bien sûr par le régime. L'une de nos équipes, emmenée par Martine Laroche-Joubert et Yves Ginca, a rencontré l'un d'entre eux. Voici leur reportage. Nadir, cuisinier dans la Seine-Saint-Denis, part chaque soir de Bagdad vers une station d'épuration d'eau à 10 km de la capitale. Alaykoum salam. Bouclier humain sur un site qui est une cible. Donc ici, on a quelques abris, ici. Donc ça, en fait, c'est quand ça commence à être très chaud. Cette station alimente en eau plusieurs quartiers de Bagdad. Nadir agit, nous dit-il, par conviction personnelle, sans référence religieuse. Il dort ici avec des Japonais, pacifistes comme lui. Il a décidé de venir quand il a compris que les manifestations en France ne suffisaient pas à empêcher la guerre. Alors, il a réuni ses économies pour payer son voyage. Je suis allé parler avec des Irakiens qui vivent juste là près. Ils sont super heureux de nous voir ici. Ils sont super, ils viennent nous voir, ils nous ramènent du thé. Et vraiment, quand tu les vois quand tu vois qu'ils ont des larmes aux yeux, c'est vrai que tu en fait, te dis tu sers à quelque chose. Des voisins irakiens leur apportent de quoi dîner, à lui et à ses compagnons japonais. Nous sommes à votre service, leur dit cette femme. Ces Japonais, boucliers humains, s'opposent à la politique de leur gouvernement qui soutient les États-Unis. Nous avons eu les terribles expériences d'Hiroshima et de Nagasaki. Nous devrions être les premiers à vouloir la paix mondiale. La 7e nuit de bombardement commence. Et à l'instant, ces dernières précisions, ce dernier commentaire de l'armée américaine sur cette bavure, entre guillemets, ce sont des sites de missiles qui étaient visés à Bagdad, indique donc le commandement américain, des missiles qui étaient placés à l'intérieur d'une zone résidentielle. La plupart d'entre eux étaient positionnés à moins de 90 mètres des maisons. Une analyse approfondie de l'opération est en cours. Fin de citation. Donc voilà ce que déclare le commandement américain ce soir. L'autre fait majeur de cette journée, ce sont ces premières scènes d'échanges et de rencontres entre les soldats de la coalition et la population irakienne. Elles ont eu lieu à Qasr, première ville sous contrôle, si l'on en croit les Américains et les Britanniques. Alors comment ont-ils été accueillis? Image commentée par Florence Boukia. Ils entrent dans la ville, les premiers soldats de la coalition, des Britanniques. 6 jours durant, ils ont combattu pour ce moment-là. Pas à pas, ils avancent, prudemment. Certains habitants d'Qasr semblent d'abord méfiants. Les enfants, eux, ne se posent pas tant de questions. Ils sont heureux. Heureux surtout parce que ces militaires-là ne sont pas venus les mains vides. Ce ne sont que des rations de survie, un peu d'eau, des médicaments. Mais c'est beaucoup pour des Irakiens qui manquent de tout depuis des jours entiers. Allez plutôt là-bas pour la distribution. Conseille cet homme qui veut éviter les bagarres. Un soldat explique aux habitants que les vrais convois d'aide humanitaire arriveront très bientôt. J'espère que ce sera demain ou après-demain. Des vivres, de l'eau, des médicaments. Des vivres, de l'eau, c'est ce qu'ils veulent. Mais avant qu'on puisse les leur distribuer, ils réclament des cigarettes. En arabe, le même soldat britannique rassure les habitants.
Inch'Allah, demain ou après-demain, on aura une sécurité totale dans la région. Ok, ça marche. Mais Qassar craint toujours les combats avec les troupes de Saddam Hussein. Les habitants savent bien que leur ville n'est pas totalement sûre. Alors, partout, des haut-parleurs diffusent un message rassurant. Nous commençons à rétablir les organes normaux d'un gouvernement local ici. Nous parlons à la population et nous espérons distribuer l'aide, l'eau, la nourriture dans un futur très proche. Un convoi vient justement d'arriver. Il ne transporte que de l'eau, mais c'est l'eau qui manque le plus ici. À quelques dizaines de mètres de là, les Marines britanniques patrouillent chaque rue, chaque maison. Et certains habitants assurent aux journalistes que les forces irakiennes ne sont plus présentes ici. Hier, ils sont repartis. Et il y avait des armes à l'intérieur? Ils vous ont laissé des armes? Non, non. Ils sont partis? Oui. Vers Bassora? Oui, vers Bassora. Ils voulaient emmener nos amis. Mais nos amis leur ont dit, non, partez tout seul, partez hors de la ville. L'homme accompagne alors Marines et journalistes à l'intérieur d'une école primaire. Dans une classe, abandonnée dans un coin, des armes, des grenades, des lance-roquettes. Voilà, vous l'avez compris, les journalistes ont pu rentrer avec les troupes britanniques à Qassar et ils ont dû ensuite repartir. Bonsoir Alain Dubas, vous êtes l'un des rares, l'un des seuls à être resté ce soir dans la ville. Est-ce que la situation est totalement sécurisée à Qassar, comme le disent les Américains et les Britanniques? Non, on ne peut absolument pas parler d'une situation sécurisée à Qassar. Nous entendons toujours actuellement des tirs d'obus et des rafales d'armes automatiques. Nous avons eu aussi, il y a un petit peu plus d'une heure, une alerte aux armes chimiques alors que nous étions dans le secteur du port pour chercher un refuge, pour cette nuit, un refuge un peu plus sécurisé. En fait, la ville n'est pas totalement sécurisée. C'est faux. Vous-même, vous avez été le témoin de combats ou d'accrochages? Nous n'avons pas été témoins, de combats. Par contre, nous avons croisé une population qui est totalement affamée. Effectivement, cette population est un petit peu particulière dans cette période, puisqu'ils sont un petit peu agressifs. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont besoin de vivre. Et effectivement, lorsque nous arrivons dans le secteur avec notre 4x4, ils savent qu'il y a à l'intérieur de quoi manger. Donc oui, effectivement, il y a une certaine tension, et une tension qui est évidemment assez vive, on peut le dire. Merci Alain, et évidemment soyez très prudents. On va voir maintenant quelle est l'atmosphère, pas très loin de là, à Safwan, la ville frontière entre le Koweït et l'Irak. Nous retrouvons d'autres de nos envoyés spéciaux, Christian Autain et Philippe Turpot. La route 80 est enfin ouverte pour la presse internationale. Celle-ci a été invitée à un événement de taille. Destination, la frontière irakienne, enfin ouverte après des jours de combat. Nous franchissons la zone démilitarisée pour arriver à Safwan, petite ville frontalière. Ses habitants sont là pour nous accueillir avec des slogans inattendus. Saddam, nous t'avons protégé, nous te donnerons notre âme, scandent ces hommes encadrés par des soldats américains. Même s'il reste les Américains, nous les chasserons. Nous n'avons pas d'armes, mais nous ferons la guerre avec Allah s'il le faut. Ici, les combats ont été violents et la méfiance est grande vis-à-vis des Américains. L'accueil n'a pas toujours été unanime. Je crois que c'est difficile à dire. Les opinions sont assez partagées, mais il y a une petite majorité de partisans de Saddam Hussein. Pour l'heure, 3 camions d'aide alimentaire viennent d'arriver. Ils vont être déchargés dans la plus grande confusion. Car ici, on manque de tout. Selon le Croissant Rouge koweïtien, depuis une semaine, il n'y a plus de nourriture ni eau courante et l'électricité est coupée. Conséquence directe de la guerre. Au total, 7 camions de nourriture seront acheminés ici dès demain. Avec cette opération médiatisée, le message est clair. Les forces anglo-américaines entendent bien montrer au reste du monde qu'elles ne sont pas là uniquement pour faire la guerre, mais pour secourir une population très démunie après 12 années d'embargo.
Des nouvelles aussi de la situation humanitaire à Bassora, de bonnes nouvelles car la distribution d'eau potable a été partiellement rétablie aujourd'hui dans cette ville d'1,2 million habitants, c'est ce que précise la Croix-Rouge. 3 des 6 générateurs de la station de pompage fonctionnent à nouveau. Bassora qui aurait bien été le théâtre d'un soulèvement de la population contre le régime, on en parlait hier, mais un soulèvement limité et réprimé. Le point avec Yasmina Farber. 2 soldats étendus sur une route. Selon la chaîne Al Jazeera qui diffuse ces images, ces hommes auraient été tués près de Bassora. La télévision du Qatar montre aussi 2 prisonniers de guerre qu'elle présente comme des Britanniques tombés dans une embuscade. À Londres, le ministère de la Défense vérifie mais ne confirme pas ces informations. Les troupes britanniques ne sont pas entrées dans Bassora. Les bombardements ont visé le quartier général du Parti Baas, car hier soir, les militaires confirmaient un soulèvement de la population contre le président Saddam Hussein. Il y a eu un soulèvement populaire contre le Parti Baas. Les miliciens ont terrorisé la population de Bassora. C'était tellement grave qu'apparemment ils ont même tiré au mortier sur leurs propres troupes, sur leur population. Pendant que les combats se poursuivent, les autorités irakiennes démentent cette révolte. Même des opposants à Saddam Hussein, basés en Iran, minimisent ce vent de rébellion. À Londres, devant la Chambre des communes, Tony Blair est aujourd'hui moins catégorique que ses militaires. Par rapport à ce qu'il s'est passé à Bassora, nos informations sont contradictoires. Nous pensons qu'il y a eu une forme limitée de soulèvement. Seul média présent dans la ville de Bassora, la télévision Al Jazeera. Ce reportage parle plutôt des difficultés rencontrées par le personnel médical, comme le confirme cette infirmière. On nous a apporté un cadavre, il y a des morts et des blessés. Nous n'avons pu aller qu'une fois sur les zones des bombardements pour ramener les corps. Ensuite, c'était trop risqué d'y retourner à cause des bombes. Des renforts de troupes britanniques arrivent vers Bassora pour faire tomber 1 millier d'hommes fidèles à Saddam Hussein. Sur la route, les chars croisent des civils qui préfèrent simplement fuir cette zone de combat. Des combats signalés ce soir encore autour de Bassora. Bonsoir Laurent Boussy, on vous retrouve en direct du Qatar où se trouve le quartier général de l'armée américaine. Laurent, ce qui a surpris, c'est que l'état-major et Donald Rumsfeld lui-même demande à la population de Bassora notamment, mais ailleurs également, de ne pas se révolter. Pourquoi ? Écoutez, cette apparente volte-face de la stratégie américaine tient au fait que le haut commandement ici ne veut pas assumer le soutien militaire à un soulèvement populaire. En fait, les officiers de presse avec qui je discutais il y a encore quelques minutes m'ont expliqué que ce serait une folie de se précipiter à l'intérieur de villes comme Bassora pour se heurter dans une sorte de guérilla urbaine, de combat de rue forcément très meurtrier, à tout ce qui est militaire, paramilitaire et tout à fait fidèle à Saddam Hussein. Donc, ils préfèrent attendre, les Américains veulent aller à leur rythme et ce rythme tient compte effectivement de ces combats de rue qu'ils ne veulent pas commencer. La guérilla urbaine, vous savez, c'est souvent le cauchemar des armées régulières. Merci Laurent, on vous retrouve tout à l'heure car apparemment des combats sont également en cours au sud de Bagdad. Alors qu'en est-il précisément de cette bataille de Bagdad, la confrontation clé? Premier combat, les bombardements se sont poursuivis toute la journée à la périphérie de la ville, très violent encore ces dernières heures sans qu'on ait d'indication sur les cibles visées, mais les conditions météo gênent toujours la coalition, y compris les avions déséquilibrés par les bourrasques, image ici d'atterrissage manqué ou un peu difficile sur le porte-avions américain Abraham Lincoln, des bombardiers effectivement gênés par un vent qui reste très fort. La tempête n'est pas terminée, tempête qui entrave aussi l'avancée des forces américaines au sol. La carte que vous allez découvrir va nous permettre de faire un point sur les 2 axes de cette progression. À gauche, c'est-à-dire sur la rive ouest de l'Euphrate, les forces les plus avancées, avec notamment les hélicoptères de combat. À droite, le convoi le plus lourd, le plus important, celui des Marines. Et c'est là que nous retrouvons nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Patrick Desmully. Voici leur témoignage qui nous est parvenu il y a un peu plus de 2 heures. C'est le camp de commandement le plus avancé sur la route de Bagdad. Il suit ses unités combattantes qui se trouveraient maintenant à 150 km à peu près de la capitale irakienne. Il s'agit du premier corps expéditionnaire des Marines qui déplace en tout 40 000 hommes. Il passe toujours autant de convois sur cette route, des convois de ravitaillement, d'eau, de vivres, de carburant, mais aussi des munitions et des chars pour installer le front nord.
Les Américains nous expliquent qu'ils veulent continuer à contourner les villes qui se trouvent à peu près à 15 km à vol d'oiseau de chaque côté de cette route. Ils ne veulent pas entamer de bataille de rue. Ils ont rencontré une petite résistance sur cette route, des groupes de civils qui de chaque côté se sont positionnés pour tirer sur des convois, des civils envoyés par la garde républicaine, nous assurent les militaires, mais qui ont été éliminés. Côté météo, après 22 heures de tempête hier, eh bien, le mauvais temps est de retour, la brume s'est installée et les orages n'ont pas cessé cette nuit, fatiguant les hommes et les équipements. Les événements sont peut-être en train de se précipiter. Dernière information donnée par plusieurs sources journalistiques, CNN et Reuters notamment, des troupes et des chars irakiens en grand nombre, on parle d'1 millier de blindés, auraient quitté Bagdad pour barrer la route à ces convois américains et des combats très violents seraient en cours ou seraient imminents. Laurent Boussier, est-ce qu'on a évoqué cette situation à Doha ? Écoutez, à l'instant même, cette information va être confirmée. Une colonne un peu moins nombreuse que celle que vous avez annoncée, une colonne de véhicules avec des blindés et des chars aurait tenté une sortie de Bassora et serait actuellement engagée, c'est-à-dire en fait attaquée à la fois par l'aviation américaine et par l'artillerie anglaise qui essaierait de stopper cette avance. Cette colonne est sortie par le sud-ouest de Bassora et actuellement elle serait donc sous le feu des armes américaines et anglaises. Combat à Bassora, mais ces sources CNN et Reuters nous parlent également de convois qui seraient sortis de Bagdad pour aller finalement à la rencontre, entre guillemets, de ces convois américains qui sont en train de monter vers la capitale. Laurent, est-ce que là-dessus, vous avez aussi des indications ? Oui, absolument. Depuis, c'est une information qui a été également confirmée. Des colonnes de la garde républicaine seraient actuellement en route vers le sud de Bagdad pour aller affronter les colonnes américaines qui sont en train de monter. Alors, est-ce qu'elles viennent pour les affronter directement ou est-ce qu'elles viennent renforcer les positions de la garde républicaine qui sont déjà dans le sud de Bagdad? Ça, pour l'instant, on n'a pas ce type d'informations stratégiques et tactiques. Et au commandement américain, on ne parle pas de combat en cours dans cette région-là, Laurent, pour l'instant? Non, pas dans cette région-là en ce moment. Les seuls combats en cours importants dont on parle ici et que l'on confirme ici, c'est ceux qui seraient donc au sud-ouest de Bassora. Merci Laurent, on vous retrouvera un peu plus tard pour faire le point sur cette situation à la fois à Bassora, à la fois à Bagdad. En tout cas, même plus au sud, la route entre le Koweït et Bagdad n'est toujours pas sécurisée, loin de là. Des affrontements sanglants ont eu lieu par exemple à Najaf. Les Américains parlent de 1000 morts côté irakien. Les échanges de tirs continuent également à Nasiriyah. Yann Fronty. Autour de Nasiriyah, les accrochages se multiplient. Les troupes américaines et britanniques pilonnent les poches de résistance. En face, les soldats de Saddam Hussein ont adopté une tactique de harcèlement. Très mobiles, habillés en civil, ils n'attaquent plus de front mais par surprise. Certains d'entre eux ont été faits prisonniers, mais il en reste beaucoup d'autres prêts à combattre. J'ai des Marines engagés avec mon bataillon sur le front à 3 km d'ici. Ils ont clairement compris quelle était la tactique des Irakiens. La résistance irakienne est intense. Désarmés, plus d'une cinquantaine de combattants se sont rendus. Quand ils passent nos lignes, on les fouille, on s'assure qu'ils ne sont plus armés et qu'ils ne sont pas menaçants. Et s'ils sont blessés, on les soigne. Sur la route, un correspondant de l'agence France Presse affirme avoir vu des dizaines de corps. Il y aurait des morts dans les deux camps. Ces carcasses de chars américains témoignent de la violence des affrontements. Des affrontements qui auraient aussi fait de nombreuses victimes civiles. Les officiels irakiens parlent de 200 maisons détruites et de 500 blessés. Ce soir, les combats continuent. Des hélicoptères survolent la ville pour sécuriser la zone. 4000 Marines ont franchi l'Euphrate et remontent lentement vers le nord. Ils laissent derrière eux Nasiriyah, un verrou stratégique sur la route de Bagdad, en chantant devant une caméra américaine. Pour comprendre cette résistance dans toutes ces villes du Sud, nous parlions hier des milices de Saddam Hussein. Il y a aussi, Thierry Tullier, le rôle du parti basse qui quadrille le pays. Oui, et la meilleure preuve, David, que Saddam Hussein tient toujours fermement son pays, ce sont ces images envoyées ce matin de Bagdad qui nous envoient un message très clair. Qui voit-on? Un cadre de ce fameux parti basse, d'ailleurs la seule femme membre du Conseil du commandement de la Révolution, l'instance suprême de ce pays. Eh bien, elle est venue dans une université galvaniser, exhorter les étudiants, voire même les inciter fortement à donner leur sang
pour les défenseurs de Bagdad, l'appel au sacrifice. Derrière le guide Saddam Hussein, c'est un des leviers de ce régime et manifestement, ce levier fonctionne encore aujourd'hui. Il fonctionne encore aujourd'hui, il est basé sur la terreur, il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est un régime né dans la terreur. Souvenez-vous, c'est en juillet 79. Voyez comment Saddam Hussein a accédé à la tête du pays, un document d'ailleurs exceptionnel qui rappelle les grands procès staliniens. À chaque fois que Saddam Hussein prononce à la tribune un nom, eh bien la personne désignée disparaît. Elle est accusée de complot et la plupart de ses cadres vont être exécutés. Commencé dans la terreur, le régime s'est poursuivi dans la terreur. Le parti Baas aujourd'hui reste un réseau de contrôle très étroit, très strict sur la société. Il peut mobiliser, on l'a vu, des millions de militants armés. Et ce qui frappe aujourd'hui finalement, c'est que les Irakiens n'ont pas l'air de croire réellement que les Américains vont être capables de démanteler ce système et ils craignent d'une certaine manière un retour de bâton. Alors confirmation peut-être avec vous Alain de Chalvron, lorsqu'on se déplace dans Bagdad, est-ce qu'on constate cette emprise du parti Baas? On dit que la ville est en train d'être transformée en camp retranché. Oui, encore tranché, c'est un petit peu exagéré, mais c'est tout à fait vrai que le parti Baas constitue l'ossature de cette résistance qui s'organise. Alors c'est vrai dans les quartiers du centre comme ici, mais c'est beaucoup plus net encore dans les quartiers périphériques du sud et de l'ouest où j'ai pu me rendre aujourd'hui. Les permanences du parti Baas, il y en a dans tous les quartiers, il y en a vraiment beaucoup, pratiquement par îlot si vous voulez, servent de point de référence et l'on voit partout des hommes armés. Je dirais que pratiquement tous les hommes qu'on rencontre sont désormais armés. Alors ce sont bien sûr des miliciens du parti Baas. On dit qu'on a distribué ici 2 millions d'armes. Le chiffre est invérifiable, mais c'est ce qu'on dit, 2 millions d'armes. Et ce seraient aussi des gardes républicains qui seraient maintenant mêlés à la population. Mais c'est vrai que l'ossature de toute cette organisation, si vous voulez, c'est bel et bien le parti qui n'a pas été démantelé, loin de là, et qui contrôle plus que jamais le pays. Merci Alain. Saddam Hussein qui peut aussi compter sur la télévision pour asseoir son pouvoir. La nuit dernière, des émetteurs ont été touchés par des missiles provoquant la fin des émissions. Eh bien, elles ont finalement repris ce matin. Et voici, en résumé, les programmes offerts en ce moment aux Irakiens chaque jour. Stéphane Bretner. La reprise est un peu poussive, mais les techniciens font des miracles. 1 heure après le bombardement de l'émetteur, les images sont enfin nettes et sur Irak TV, ça commence toujours comme ça. Des chants à la gloire de Saddam, des clips en continu qu'on réactualise avec les prisonniers américains. Et comme le directeur d'antenne a le sens du rythme, voici une demi-heure de poésie en alexandrin et en direct. Bagdad vous appelle. Soulevez-vous. N'oubliez pas les leçons de l'histoire. Pas besoin d'insister sur le décor, on préfère faire des efforts sur les mots. L'émission s'appelle « Les carnets de la bataille de la détermination ». 2 militaires et un présentateur font un point quotidien sur les combats, 1 heure d'analyse très particulière. Qassar, qui ne fait que 15 km², a résisté pendant 6 jours. Ces armées glorieuses, avec toutes leurs compétences, n'ont pas pu en venir à bout. Comment pourrait-il envahir l'Irak du sud au nord? Petite pause musicale, et voilà le présentateur, le nez dans ses feuilles, qui lit le nouveau discours de Saddam Hussein, tenue du parti Baas obligatoire. Combattez-les par petits groupes. Quand l'ennemi avance avec ses bataillons, frappez-les à l'avant et à l'arrière, le long des routes. Nouvelle coupure, mais ce n'est pas cela qui va arrêter la télévision. 3 heures plus tard, Irak TV reprend tranquillement. Et interrogé sur ce sujet, l'état-major américain s'est refusé à indiquer s'il cherchait ou pas à détruire, à interrompre cette télévision irakienne. Question maintenant, on parle beaucoup du sud de Bagdad, mais que se passe-t-il dans l'ouest du pays? Regardez la carte, c'est une immense zone désertique sur laquelle on a très peu d'informations. Eh bien, l'une de nos équipes a traversé cette région en quittant Bagdad pour rejoindre la Syrie. Reportage de nos envoyés spéciaux Maryse Burgot, Jean-François Renoux. Depuis plusieurs jours à Bagdad, nous apercevions de loin ces colonnes de fumée. Cette fois, nous sommes à la source de ces foyers allumés volontairement par les forces irakiennes. Sur la route qui relie Bagdad à la Jordanie et à la Syrie, nous avons vu plusieurs dizaines de ces tranchées en feu. Sur le bas-côté, les camions-citernes les alimentent en pétrole en permanence. Les Irakiens
espèrent ainsi aveugler les aviateurs américains et paralyser les systèmes de guidage de missiles. Nous sommes à 50 km de Bagdad, dans le désert. Voici les premières lignes de défense irakiennes. Elles protégeront le front nord de Bagdad. Plusieurs centaines de camions porte-chars enfouis dans le sable. Les chars, eux, sont invisibles, ou presque. Des lignes de défense régulièrement bombardées par les forces américaines. La preuve, ce bus explosé sur le bas-côté. Nous sommes maintenant à 80 km de la capitale. La route est coupée. Les raids aériens l'ont rendue impraticable. Pour continuer notre chemin vers la Syrie, il faut donc remonter l'autoroute à contresens, ce qui n'a guère d'importance puisque cette voie est désormais quasiment déserte parce que dangereuse. Les Américains bombardent cette route de façon tout à fait aléatoire. Ils s'imaginent que toutes les voitures sont militaires, mais souvent ce sont des civils. Dimanche, 5 civils syriens qui circulaient en bus sur cette route ont été tués par erreur, par un tir de missile. Les Américains ont présenté leurs excuses. Bonsoir Maryse, vous êtes ce soir de retour en France, on est content de vous retrouver, en bonne santé. Alors il y a ce que vous avez vu et puis ce que vous n'avez pas pu montrer parce qu'il y a des risques importants de se faire arrêter, c'est que les forces irakiennes et même la population civile croisées sur cette route vous ont semblé très mobilisées. En fait, nous avons vu beaucoup de civils irakiens en armes qui patrouillaient avec des voitures. Alors on a beaucoup réfléchi, est-ce qu'on essaie de filmer et finalement nous avons décidé de ne pas filmer pour des raisons de sécurité. Alors de deux choses l'une, où ces civils sont vraiment des civils, et ça montre que beaucoup de civils ont l'intention de se battre pour Saddam Hussein, ou alors ce sont des militaires, des membres des forces spéciales irakiennes, déguisés en civils pour mieux tromper l'ennemi, et là aussi ça montre qu'il y a une véritable volonté de résistance pour défendre Bagdad. Oui, vous n'avez pas senti un pays qui était prêt, comment dire, à abdiquer entre guillemets? Non, absolument pas, et nous avons même vu une autre chose très intéressante à la frontière entre la Syrie et l'Irak, plusieurs centaines de volontaires arabes, très jeunes, des gens très jeunes, algériens, marocains, qui nous ont dit venir ici pour faire le djihad, mener une guerre sainte contre les Américains. Lorsque nous leur avons parlé, nous avons senti que ces gens étaient très décidés et qu'ils donneraient, ceux-là, beaucoup de fil à retordre aux Américains parce qu'ils iraient jusqu'au bout de leur combat et jusqu'à la mort, comme ils nous l'ont dit. Merci Maryse, c'est vrai qu'en 91 le flux était plutôt dans l'autre sens, on cherchait à quitter l'Irak pour aller en Jordanie ou en Syrie. Un mot pour être complet de la situation au nord de l'Irak avec d'abord cet engagement de l'armée turque, elle promet de ne pas intervenir en Irak, au Kurdistan, sans l'accord des États-Unis. Déclaration du chef d'état-major de l'armée, le général Özkoç, qui constitue bien sûr un fort soulagement pour les populations kurdes de la zone autonome et pour les Américains qui craignaient d'avoir à gérer un conflit imprévu. Les Américains dont les bombardements se sont poursuivis au sud de la zone de démarcation, près des villes de Kirkouk et de Mossoul, images tournées ce matin. Direction précisément les États-Unis maintenant. Au soir de cette première semaine de guerre, plus difficile que prévu, George Bush a rendu visite au commandement central des forces sur une base de Floride. Correspondance de Pascal Golomer. La Maison-Blanche avait choisi pour auditoire le personnel du commandement central sur une base aérienne de Floride. Mais c'est à toute l'Amérique que George Bush souhaitait s'adresser. Alors que de plus en plus d'experts critiquent le Pentagone pour avoir sous-estimé l'adversaire irakien, il était temps pour le président de galvaniser les troupes. Le chemin que nous avons pris n'est pas facile et il sera peut-être long. Mais nous connaissons notre destination finale, kilomètre après kilomètre, jusqu'à Bagdad et jusqu'à la victoire. Nous gagnerons. Le message fait mouche parmi les 2000 soldats et leurs familles. Mais l'opinion publique retiendra surtout qu'il n'est désormais plus question de guerre éclair. Un rapide détour par la cantine avant de rentrer sur Washington pour déjeuner avec les jeunes recrues. Qu'on se le dise, George Bush veut s'afficher en chef des armées, plus déterminé que jamais. L'une des innovations, vous le savez, de l'armée américaine sur le front de l'information, c'est que des journalistes ont été embarqués au sein même des unités et chaque soir ils rendent compte à l'Amérique du moral des troupes. À Washington, Étienne Lénart.
D'ordinaire, John Roberts est le correspondant de la chaîne CBS à la Maison-Blanche. Les Irakiens, explique-t-il à l'Amérique, nous considèrent comme une armée d'occupation. Incorporés au sein même des troupes, 400 journalistes américains couvrent la guerre dans sa brutalité et son horreur. Ils vivent aux côtés des soldats qui viennent se battre et les témoignages des militaires oublient du coup la langue de bois. Ça nous a réveillés. Ça fait un moment que les gars ne se sont pas battus comme ça. Hier, c'était vraiment pas de la tarte. Ça m'a pas surpris qu'ils reviennent à chaque fois. J'ai déjà fait la guerre ici et s'ils viennent une fois, ils reviennent toujours. Le risque est évidemment lorsque les choses se passent moins bien. L'Amérique découvre alors que son armée n'est pas invulnérable. Envoyez un hélico, on a un blessé grave, il faut l'évacuer. Ils nous ont contournés par l'arrière et ils ont tout lâché. Ils étaient nombreux. C'était un mur de feu, des obus de mortier, de tout. Ces tranches de guerre, comme les a surnommées le ministre américain de la Défense, donnent l'impression aux Américains d'être à la fois spectateurs et acteurs du conflit. Ils tirent, puis ils se replient dans les bunkers, se remettent à tirer ou s'en vont. Globalement, le Pentagone a tout de même réussi son coup de communication. Sous la mitraille, les journalistes célèbrent le courage des soldats et la supériorité technologique de la première armée du monde. On vous retrouve en direct, Étienne Lénart, car on parle aussi beaucoup de l'après-guerre et des contrats de reconstruction. Le monde est petit apparemment, car on a appris que la société dont le vice-président Dick Cheney était le directeur, avant d'arriver à la Maison-Blanche, était très bien placée pour ces contrats. Oui, alors de façon très factuelle, un contrat a effectivement été signé par le gouvernement américain avec une entreprise pour la remise en marche des puits de pétrole en Irak. Ce contrat a été remporté par une entreprise qui est basée à Dallas, au Texas, une entreprise qui s'appelle Halliburton, qui est une grosse multinationale, qui a un certain savoir-faire puisque c'est déjà elle qui avait permis l'extinction des puits de pétrole qui étaient en feu au Koweït en 1991. C'est également elle qui a construit une prison flambant neuve à Guantanamo, sur l'île de Cuba, vous savez, là où sont emprisonnés les prisonniers qui ont été faits en Afghanistan. Alors l'autre façon de voir les choses est effectivement un peu plus perfide. Halliburton a été dirigé jusqu'en l'an 2000 par M. Dick Cheney, qui a quitté la tête de l'entreprise pour venir prêter main forte à George Bush dans le cadre de sa campagne électorale. M. Cheney est aujourd'hui vice-président des États-Unis. Halliburton a grassement contribué au financement de la campagne des Républicains en l'an 2000. C'est ce que les uns appelleront un retour sur investissement et les autres un petit arrangement entre amis. Merci Étienne. La chronique désormais quotidienne des manifestations anti-guerre dans le monde maintenant, avec des incidents en Australie, à Sydney. Ces manifestants ont jeté des chaises, des pierres, des bouteilles contre les forces de l'ordre, plusieurs arrestations. À Séoul, en Corée du Sud, des militants d'extrême gauche se sont attaqués à un restaurant McDonald's, vous le voyez, manifestation plus symbolique qu'autre chose. Et puis à New York, plusieurs dizaines de personnes s'étaient allongées sur la 5e avenue, toujours en signe de protestation contre cette guerre. En France, faut-il faire le lien avec le conflit en Irak? Une mosquée, ce lieu de culte musulman, a été incendié à Nancy la nuit dernière. La salle de prière a été détruite. Sur place, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est refusé à faire ce lien. L'autre actualité de cette journée est d'abord la lutte contre l'absentéisme à l'école. Le plan du gouvernement a été présenté aujourd'hui. Le principe d'une sanction financière contre les parents est maintenu. Anne Guéry, Frédéric Delarue. Tout ou presque a été tenté pour endiguer l'absentéisme. Le fichage électronique des élèves, le texto envoyé aux parents, la suppression des allocations familiales, et rien n'y a fait. Le gouvernement propose donc un énième plan d'action en 2 temps, dialogue et sanctions. D'abord le dialogue. Si dans un délai d'1 mois les absences se répètent, l'inspection d'académie pourra mettre en place une cellule d'aide aux parents composée de représentants des caisses d'allocation familiale et de parents d'élèves, histoire d'aider la famille à faire revenir l'enfant à l'école. Deuxième temps, si l'absentéisme persiste, l'inspecteur d'académie pourra saisir le procureur en vue d'une comparution immédiate des parents devant le tribunal de police. La sanction, ce sera une amende de 750 € maximum. Un plan qui suscite le scepticisme dans les établissements où l'on supprime aujourd'hui des aides éducateurs et des surveillants chargés d'encadrer les élèves en difficulté. Toujours à propos d'école, l'interdiction du yo-yo ball. Ce nouveau jouet avait envahi les cours de récréation. Il s'agit d'une sorte de boule de latex remplie d'eau et reliée à un élastique. Eh bien,
Le secrétaire d'État, le gouvernement a interdit la vente pour risque de strangulation à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Un enfant de 9 ans avait failli s'étouffer avec ce jouet. En bref encore, le chauffard de Loriol remis en liberté. L'automobiliste de 81 ans est, je vous le rappelle, jugé responsable de la mort de 5 pompiers en novembre dernier sur l'autoroute A7. Mis en examen, et il était en détention provisoire depuis le mois de décembre. Fernand Blanc, c'est son nom, roulait à 150. Il indique aujourd'hui ne plus se souvenir des circonstances de cet accident. Justice encore avec le procès Elf et sans doute un tournant. L'ancien PDG Loïc Le Floch-Prigent a admis hier à l'audience l'existence d'une caisse noire destinée à rémunérer des intermédiaires ou des chefs d'État étrangers. Dominique Verdaillan, Mathieu Drejoux. L'épouse et l'avocat de Loïc Le Floch-Prigent n'ont qu'un seul nom sur les lèvres, l'hôpital Cochin. L'ex-PDG veut y être hospitalisé au plus vite. Après la confession d'hier soir, les juges, eux, voudraient mettre un nom sur les bénéficiaires des commissions occultes. J'ai su l'existence d'une caisse noire à Elf, notamment pour des interventions politiques. J'ai bénéficié indirectement de certains règlements, je le regrette. Loïc Le Floch-Prigent ne donne qu'un nom, le sien. Pour Loïc Le Floch-Prigent, le fait de désigner tel ou tel homme politique ne lui apporte strictement rien en termes de crédibilité ou de qualité de défense. C'est une chose d'approfondir cette déclaration, c'en est une autre de jeter des noms en pâture, ce n'est pas notre stratégie. Alfred Sirvin oppose également une fin de non-recevoir à la curiosité du procureur. Je ne répondrai pas, dit-il, cela serait fortement dommageable à certains intérêts. André Tarallo donne un nom, toujours le même, le président du Gabon, Omar Bongo. Cet argent, il pouvait en faire ce qu'il voulait, dit-il. Les Africains en bon dos lâchent un des magistrats. À défaut d'obtenir des noms, le tribunal essaye de décortiquer le système de commission occulte. Et là encore, la tâche n'est pas facile. Tout était en trompe-l'œil, avoue un des prévenus. Ce à quoi le président répond du tac au tac, c'est le moins qu'on puisse dire. En bref, peut-être la fin des mercredis sans chasse. Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie, présentait un projet de loi aujourd'hui en Conseil des ministres. Et ce sont maintenant les préfets qui décideraient eux-mêmes des jours de sans tir. Chasseurs et écologistes ont manifesté leur mécontentement pour des raisons évidemment différentes. En bref, un mot de la pneumopathie avec une première victime à Singapour où les écoles sont fermées par mesure de sécurité. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le bilan s'élève à 49 morts et près de 500 cas, 49 morts dont 31 en Chine. Un sourire avant de retourner à Doha pour la guerre en Irak, un sourire avec du cinéma. Et la sortie aujourd'hui d'Effroyable Jardin, le film de Jean Becker, avec Jacques Villeray et André Dussolier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 hommes deviennent résistants malgré eux en quelque sorte. Marie Jaujoin, Bernard Puissesseau. Tu n'aimes pas ton père? Mon père si, ce connard de clown non. Il est grand temps que nous bavardions un peu tous les deux. À 14 ans, Lucien n'a jamais compris pourquoi son père, l'instituteur respecté, se ridiculise en faisant le clown. Il va le découvrir grâce au meilleur ami de son père. Il est marrant ton père. Ouais, très marrant. Ça vient des fils, car le père de Lucien, Jacques Villeray, est un héros de la dernière heure. Enfin, à sa façon. Retour en 1943. Il faut savoir que pendant la guerre, il y a eu 5% de vraies personnes, des vrais héros, des gens qui ont fait des choses, des vrais résistants. Et puis il y a eu 4 ou 5% de ce qu'on appelait les collabos. Mais les 90% des Français, ils attendaient que ça se passe et ils cherchaient simplement à vouloir se nourrir à tout prix. Des anti-héros en plein cauchemar, gardés dans un trou avant d'être fusillés, le drame frôlant la dérision. Normalement, on tâche nourrit. Normalement, on tâche ta gueule. Point d'orgue du film, la séquence du trou. 4 acteurs plongés dans la gadoue, ça fait réfléchir. Ils aident à montrer que l'homme peut résister et peut ébranler quelquefois une machine, un anonymat guerrier comme ça et absurde. Un rapport évident avec l'actualité pour dire que toute guerre est sale, mais aussi que les petits riens de la vie donnent de l'espoir. La note optimiste signée Jean Becker. Avant de refermer ce journal, nous allons retrouver Laurent Boussier au Qatar où se trouve le quartier général des armées américaines et britanniques car les événements sont peut-être en train de s'accélérer. On commence avec le point sur la situation au sud de Bagdad, Laurent, où on signalait qu'une colonne de blindés irakiens partait à la rencontre des convois américains qui remontaient vers le nord.
Oui David, il semble qu'une partie de la garde républicaine qui défendait le centre de Bagdad ait fait mouvement en début d'après-midi et serait toujours en mouvement actuellement. Alors on ne sait pas exactement, et ça n'est pas confirmé, de savoir si elle va à la rencontre des blindés américains qui remontent eux du sud, ou si elle va simplement renforcer les positions, les premières et deuxièmes lignes de l'armée irakienne et de la garde républicaine qui sont déjà en position depuis plusieurs semaines au sud de Bagdad. Laurent, information aussi à Bassora, où là, on en est certain, des combats et assez violents sont en cours. Absolument. Alors là, il s'agit d'une colonne de chars et de véhicules blindés d'environ 115 à 120 véhicules qui seraient sortis de Bassora et qui seraient en ce moment même engagés, c'est-à-dire attaqués à la fois par l'aviation américaine, des chasseurs bombardiers les prendraient pour cible en ce moment même, mais aussi par l'artillerie anglo-américaine qui tirerait des positions qui est là juste à côté de Bassora. Voilà la situation militaire qui est donc en train d'évoluer très vite à Bassora et peut-être dans les prochaines heures au sud de Bagdad. Dernier point, Laurent, ce soir, ces précisions de l'armée américaine sur la bavure, entre guillemets, qui aurait fait 14 morts, puisqu'un quartier de Bagdad a été bombardé, 14 morts parmi les civils. L'armée américaine qui estime qu'elle n'est pas forcément responsable de ce bombardement. Écoutez, alors c'est assez vague et c'est surtout très incertain et les réponses de l'armée américaine ne sont pas forcément satisfaisantes. Dans un premier temps, ils ont expliqué qu'ils n'étaient pas responsables de ça et quand on leur a posé la question pendant la conférence de presse, mais alors si ça n'est pas vous, c'est qui? Il y a eu un petit mouvement d'hésitation et ils auraient laissé entendre, mais après la conférence de presse, qu'effectivement ce seraient 2 sites de missiles qui n'étaient pas très loin, en tout cas dans ce quartier qui était visé et les missiles ou les bombes auraient raté leur cible. Il y a une chose qui est tout à fait intéressante dans les conférences qu'il y a actuellement, on ne peut avoir aucune information, aucun pourcentage de la réussite des tirs au but de l'armée américaine ou de l'armée britannique aujourd'hui. Ils se refusent tout à fait à dire si tous leurs coups vont au but ou si certains et le pourcentage de ceux qui n'y vont pas. Laurent, nous avons ces informations qui ne viennent pas effectivement de Doha au Qatar, mais directement de Washington, avec un général qui déclare que ce tir de missile aurait pu provenir de la défense anti-aérienne irakienne qui aurait frappé en quelque sorte son propre pays. Pas d'écho là-dessus à Doha. Non, pour l'instant pas d'écho. De toute façon, ce genre de confirmation risque de ne pas venir d'ici. Merci Laurent. Eh bien voilà une affaire évidemment qu'il faudra tirer au clair. Ce sera le cas dans nos prochaines éditions et notamment notre dernier journal à 1h avec Jean-Claude Renaud. Merci d'avoir suivi cette édition. À suivre la météo, Patrice Drevet. L'info sur France 2, 1h20, des mots de minuit. Dès 6h30 télématin. Dans les cas de vérité, Gérard Leclerc recevra Pierre Servant, expert militaire. Et on se quitte une nouvelle fois sur ces images estivales avant l'heure. Cette fois à Cassis, les fameuses Calanques, près de Marseille. 16 degrés aujourd'hui à Marseille, mais des températures encore plus élevées ailleurs, 21 degrés à Bordeaux, 20 à Nantes ou encore 18 à Lille. Profitez-en, ça ne durera pas forcément. À demain.